Et aujourd'hui, nous allons parler des familles recomposées. En effet, au-delà des défis émotionnels et logistiques, les familles recomposées doivent naviguer dans un paysage juridique et fiscal souvent complexe. Alors oui, comment s'organise la fiscalité quand on partage sa vie avec les enfants de son conjoint ? Quel régime matrimonial choisir pour protéger les intérêts de chacun ? Comment planifier une succession qui respecte les droits de tous les membres de la famille ? J'ai l'honneur d'inviter Cécile Ponce pour répondre à toutes ces questions. Elle est avocate au barreau de Lyon et s'occupe de ces problématiques au quotidien. Elle va nous éclairer sur toutes les questions que je vais lui poser concernant les familles recomposées, mais aussi tout simplement les familles qui souhaitent se marier. Et avant de commencer cet épisode, je vous remercie de nous mettre la note de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, Spotify, Apple Podcast ou Deezer. En effet, cela nous aidera à obtenir de la visibilité sur le long terme. Et enfin, et surtout, j'ai envie de dire, si vous nous écoutez mais vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez tout simplement pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour Cécile, j'espère que tu vas bien, merci d'être là, et puis on va commencer ce podcast. Alors comment ça va de ton côté ? Bonjour à tous, déjà merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis honorée d'être ici. Moi, ça va, même s'il n'y a pas encore le soleil en juin à Paris, mais ça va. Oui, c'est vrai que malheureusement, je t'invite en juin et je pensais qu'il aurait fait beau et pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Cécile, tu es avocate dans ton domaine, tu vas nous en dire plus. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu qui tu es et comment toi tu crées du contenu ? Parce que j'ai vu aussi que tu crées du contenu sur la plateforme LinkedIn. Parle-nous-en un peu et parle-nous de toi. Alors, donc moi, je m'appelle Cécile Ponce, je suis une pure sudiste de base. Maintenant, je vis à Lyon. Je suis donc avocate au barreau de Lyon. Je fais du droit de la famille pour les nationaux et les expatriés. Donc, c'est-à-dire, je gère toutes les questions de divorce, pension alimentaire, garde d'enfants, enlèvement international d'enfants, que toute la famille soit franco-française ou qu'il y ait des éléments d'extranéité, c'est-à-dire que quelqu'un ait une autre nationalité, que le couple se soit marié à l'étranger ou qu'il y ait une expatriation à un moment donné. Enfin voilà, je m'occupe de tout ça. J'ai créé mon cabinet il y a un peu plus de 8 mois de ça. Et je me suis mise à LinkedIn parce que à l'époque, quand j'ai créé mon cabinet, on m'a dit « Mais attends, tu peux pas créer quelque chose sans être sur les réseaux sociaux ?» Et du coup, moi, j'étais vachement sur Insta à titre perso. Enfin, vachement, pas trop, mais bon. Moi, je ziotais Insta à titre perso. Mais je me voyais pas du tout publier chaque jour ma tête. J'ai un petit problème avec mon image, donc j'ai dû travailler avec ma psy. Mais je me voyais pas faire ça. Et du coup, on m'a dit pourquoi toi tu ferais pas LinkedIn ? Parce que moi, quand j'étais petite, j'adorais écrire des petits contes, des petites histoires, des petits romans, quoi. Et donc, du coup, je me disais que LinkedIn, c'était un peu un réseau pour moi. Et au début, j'avais que 150 abonnés, donc rien du tout, quoi, mes amis. Et en fait, je me suis dit, vas-y, lance-toi. C'est maintenant où t'as absolument aucune audience qu'il faut le faire. Et puis, ça a pris au fur et à mesure. Et donc, maintenant, je fais des articles sur toutes les thématiques de la famille. J'interroge même d'autres personnes qui gravitent autour du monde de la famille. Bon, c'est hyper intéressant. Puis nous, on partage ce genre de valeurs. Le fait de partager ses connaissances au plus grand nombre et d'apporter en fait de la valeur ajoutée à ceux qui peuvent te suivre. Parce que moi, je te suis personnellement et c'est vrai que j'ai appris des choses et c'est comme ça que je t'ai connu. Donc comme quoi, ça a servi. On est aujourd'hui devant un podcast tous les deux pour échanger sur un sujet qui tient aussi à cœur de nos auditeurs, c'est-à-dire la famille recomposée. Beaucoup de personnes sont concernées par cela en France. Et justement, pour parler de beaucoup de personnes, est-ce que toi, tu as des chiffres en tête sur la partie famille recomposée ? Le nombre de divorces ou le nombre de remariages ? Est-ce qu'on a des chiffres en tête ou pas du tout ? Alors, il y a quelques chiffres. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes devoirs avant de venir. Par exemple, en 2023, il y a eu 242 000 mariages. Il faut savoir qu'il y a à peu près un mariage sur 2 qui finit en divorce. Voilà, c'est un peu les moyennes. C'est autour de 45%. En 2020, l'INSEE a publié un pourcentage de 9% de familles recomposées et 25% de familles monoparentales. Alors, il faut faire attention aux chiffres parce que 9% de familles recomposées, il faut voir comment ils ont sélectionné leurs familles recomposées. Est-ce que ça veut dire que les gens se sont remariés ? Je pense que ça doit être que les couples remariés parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de familles recomposées que ça. Donc on parle pas des couples en concubinage par Exactement, exemple. Je pense pas. Donc effectivement, attention aux statistiques, mais c'est vrai que quand on parle du coup de 242 000 mariages, si tu me dis qu'1 sur 2 divorces, on arrive à quand même 121 000 divorces à un moment. Ouais. Donc effectivement, on comprend que c'est des sujets qui sont primordiaux. Une Exactement. personne sur 2 sera concernée, on le souhaite pas aux personnes qui nous écoutent. Non, pas du tout. Mais du coup, une personne sur 2 est concernée par la problématique qu'on va aborder aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va commencer par la protection des familles recomposées. C'est vraiment le sujet du jour, c'est la protection des familles recomposées. On va l'aborder sur plusieurs aspects. Je voudrais qu'on commence par la fiscalité. La fiscalité des familles recomposées, Cécile, comment ça se passe quand on se remet avec quelqu'un ? Si par exemple déjà on se remet en concubinage avant de se marier,
Est-ce qu'on a une fiscalité commune? Comment ça se passe? Alors, la fiscalité commune, c'est que ça soit famille recomposée ou création d'une famille, c'est que quand on commence par se paxer ou après par le mariage. Il n'y a pas un concubinage, c'est pas pris en compte par l'administration. Donc voilà, il faut savoir. Et du coup, que ça soit un mariage ou un remariage, c'est exactement les mêmes règles. Après, je pense que la question, c'est vraiment par rapport aux enfants dans ces cas-là. On allait y aller par la suite. Les enfants, en fait, si vous divorcez un jour et que vous demandez qui doit déclarer ses enfants sur son impôt, c'est simple. En fait, il faut voir qui a la charge principale économique, on va dire, de l'enfant. Typiquement, si le jugement de divorce prévoit une résidence habituelle chez monsieur et un week-end sur 2 chez madame, clairement, c'est donc le père qui a la charge économique la plus importante. C'est lui qui devra déclarer son enfant comme part pour ses impôts. Pour la résidence alternée, parce que maintenant c'est de plus en plus en vogue les enfants en résidence alternée, dans ce cas-là, on divise, entre guillemets, l'enfant en 2 et chacun déclare une moitié d'enfant. Ou alors si on a 2 enfants, par exemple, une part, quoi. Et est-ce que, moi je te pose la question jusqu'au bout, est-ce que c'est possible de changer ces règles? C'est possible, mais alors il faut prouver pourquoi. Enfin bref, si un jour on se fait contrôler, moi j'ai jamais vu de contrôle là-dessus, honnêtement. Mais on peut tout prévoir en droit quand il y a un accord, mais par contre il faut que l'autre accepte. Et normalement l'autre accepte pas parce que les parts c'est aussi des avantages. Effectivement, Donc, on voilà. sait qu'une demi-part fiscale peut être partagée aussi entre les deux, on peut avoir un quart chacun, je sais que c'est possible. C'est vrai que si on prend une demi-part et que la personne n'a pas de part en face, effectivement il y a un avantage à la personne qui a la part supplémentaire, on rappelle que ça divise le revenu imposable et donc on a un quotient familial un peu plus intéressant. Mais c'est vrai qu'en termes de fiscalité, on a compris la fiscalité du couple, on a compris qui rattache les enfants au foyer. Maintenant sur la pension alimentaire, on sait aussi qu'on verse des pensions alimentaires, qu'il peut y avoir des pensions alimentaires entre les parents divorcés. Comment ça se passe au niveau de la fiscalité, encore une fois? Alors, la pension alimentaire, juste sur la question de fiscalité, on doit absolument la déclarer, d'accord? Il y a une case là-dessus, sur la pension, il faut faire attention. Si vous le faites pas et que l'un le fait, ben là, on va de suite, l'administration va cligner dans tous les sens. Clairement, il faut faire d'ailleurs attention quand vous demandez une pension alimentaire, parce que ça, on n'y pense pas toujours, mais parfois, ça peut entraîner une imposition. C'est-à-dire que, par exemple, si on avait un revenu trop faible pour être imposé, mais qu'on reçoit, je sais pas, une pension alimentaire de 400 € par mois, mais là, d'un coup, on va être imposé, parce qu'on rajoute ça à notre salaire. C'est comme si on avait des ressources en plus. On est donc imposé, même si c'est une pension alimentaire en ce qu'on va dire en nature, c'est-à-dire que si on a des avantages, on devra déclarer ça aussi, et l'autre pourra le déduire de ses impôts. Okay. Et ça marche pour la pension alimentaire, mais ça marche aussi pendant le divorce. Il y a une pension alimentaire qui peut être due à un des époux, on appelle ça le devoir de secours, et c'est pareil, c'est imposable aussi. Ok, très intéressant. Sur la partie fiscale, on a toutes les réponses, je pense, pour les familles divorcées. On va passer à une autre pension, la pension de réversion. Quand on est en famille recomposée, on le sait, quand on est un couple marié et que l'un des deux décède, on a le droit de toucher une pension de réversion à partir d'un certain âge et sous des conditions de revenus, bien sûr. Maintenant, j'ai envie de dire que je viens de divorcer et je me remarie à quelqu'un. Qu'en est-il de la pension de réversion? Et est-ce que c'est possible d'avoir une pension de réversion aussi si on est juste pacsé? Alors, la pension de réversion, c'est possible de la toucher quand on divorce de son ex-conjoint. C'est aussi possible si on se remarie à notre tour et c'est aussi possible si l'autre s'était remarié depuis notre divorce. En fait, ça va nous faire abaisser à chaque fois le montant qu'on peut toucher, mais on va toucher une petite partie et comme tu as dit, c'est sous certains seuils. Et c'est que pour les personnes mariées. Oui, et puis je crois que c'est au prorata des aides des mariages. Oui, exactement. Il y a plein de seuils après. Enfin, il y a plein de conditions, on va dire. Donc voilà, mais le principe, c'est celui-là. Et c'est vrai que c'est assez fou de se dire que votre ex-conjoint ou conjointe va toucher une partie de votre pension de réversion, alors que oui, vous avez acté le divorce. C'est vrai que c'est assez fou d'en parler, c'est assez incroyable. Pour l'instant, en tout cas, c'est le cas, et on peut se dire que les partenaires de Pacs, quand je t'ai posé la question, je crois qu'ils n'ont pas le droit à la pension de réversion, c'est bien ça? On va se dire qu'on se remet avec quelqu'un avec qui on est partenaire de Pacs, et la pension de réversion partira à son ex-conjoint. Donc autant de dire que si on ne se marie pas, la pension de réversion totale partira à son ex-conjoint. Encore faut-il que l'ex-conjoint y ait le droit et la demande, parce qu'il faut la demander. Exactement. Je crois que ça ne se fait pas automatiquement au niveau des pensions de retraite. On va parler maintenant d'autre chose, et ça c'est très important, la protection du logement familial. En cas de décès cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe pour la personne, qu'elle soit concubine, pacsée ou mariée après un divorce? Alors en fait, le logement, il faut savoir que c'est un bien hyper protégé par le code civil. Moi, je sais que j'ai souvent des questions. Alors moi, c'est plus pendant les procédures de divorce où parfois les gens font tout et n'importe quoi avec le domicile. Or, ils n'ont pas le droit.
parce que en fait le législateur a pensé que le domicile c'était vraiment là où se trouvaient souvent les enfants et donc il fallait absolument le protéger pour pas que les enfants se retrouvent sous une tente quechua. Quand une personne décède, si vous êtes marié, dans ce cas-là vous pouvez rester dans le domicile. Alors il y a des conditions, il y a toujours des conditions de toute façon à chaque principe juridique, faut le savoir. Et le PACS prévoit aussi une protection du domicile, mais beaucoup moins longtemps, parce que dans mes souvenirs, je crois que c'est 1 an. Donc il y a une espèce de petite protection qu'on a fait là-dessus. Mais après, il faut voir aussi s'il y a des héritiers réservataires, c'est-à-dire les enfants ou pas, et qu'est-ce qu'on choisit dans la succession de son époux. Oui, c'est vrai qu'on a fait d'autres podcasts sur ces sujets avec des notaires. C'est complémentaire à celui-ci par rapport au logement familial. Au niveau de la succession, quand on se remarie, qui hérite? Est-ce que cette fois-ci l'ex-conjoint hérite? Non, il hérite pas. Quand on se remarie ou quand on se marie tout court, j'invite tout le monde à faire un testament. Alors moi, ma mère disait toujours, c'est pas parce qu'on parle de la mort qu'elle va venir plus vite. Tu vois, moi j'ai déjà fait un testament. Moi aussi. Voilà, parce que ça évite beaucoup de problèmes. Moi, j'ai beaucoup de situations de succession qui tournent vraiment mal. Parce que les gens ont quelque chose de particulier avec les biens d'un défunt, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que s'ils ont plus, c'est que le défunt les aimait plus. Donc, c'est pour ça que j'invite toute personne à mettre en ordre tous ses biens, son patrimoine, etc., notamment sur un testament. Ça évite toute discussion. Mais non, l'ex-conjoint, en fait, il perd sa qualité d'héritier au moment où il va divorcer. Mais encore faut-il que le divorce soit définitif, quoi. Qu'il faut pas que on soit au tout début des prémices des discussions d'un divorce. Parce que ça peut arriver aussi que quelqu'un décède en plein milieu des négociations. Bah là, il était encore marié. Et par contre, le nouveau conjoint va bénéficier des mêmes droits qu'un conjoint normal, c'est-à-dire qu'il aura une exonération des droits de succession. Exactement. Ok, bon, ça c'est important de le renoter, et je sais que ça peut être important. J'ai envie de poser une question un petit peu bizarre. Est-ce que si je divorce, mais que je veux quand même que mon conjoint soit héritier d'un bien en partie, est-ce que c'est intéressant en termes de droits de succession? Il va payer 60% du coup dans mon testament? Oui, parce qu'il sera considéré comme un tiers. En fait, à partir du moment où vous divorcez, l'autre est considéré comme un tiers. C'est une question qui n'arrivera presque jamais. Mais non, je pense pas. Et puis après, il y a d'autres mécanismes pour... Si vous voulez vraiment gratifier une personne, il y a d'autres mécanismes du style le contrat de vie. L'assurance vie, pardon. L'assurance vie ou même un contrat prévoyance pour prévoir sur le droit de succession. Tout à fait. C'est vrai que là-dessus, on accompagne nos clients sur tout ce qui va être contrat d'assurance vie. Allez, autre question un peu étrange, mais qu'on a souvent, par contre, cette fois-ci. Est-ce qu'il est possible d'avantager ses enfants d'un premier lit ou d'un second? Alors, on peut toujours avantager ses enfants, qu'ils soient nés de la même mère ou du même père ou qu'ils soient nés de parents différents, notamment par le contrat d'assurance vie. Moi, je le vois vachement. En fait, tous les enfants ont le droit à un minimum de la succession. Ça, c'est prévu. Vous ne pouvez pas déshériter vos enfants. Ok, donc il faut s'enlever ça c'est dans d'autres systèmes juridiques, par exemple aux États-Unis. Tous les enfants ont le droit à une partie de la succession, mais s'il reste des choses dans la succession, le défunt pouvait très bien préférer un autre enfant, un enfant à un autre, quoi. Ouais, donc la quotité disponible, exactement, on peut la donner à qui on veut. Exactement. Et concrètement, si j'ai par exemple 2 enfants, un enfant du premier lit, un enfant du second, et que mes 2 enfants, du coup, on le sait, la quotité disponible va être d'1 tiers et 1 tiers pour chaque enfant en termes de réserve héréditaire, il me reste donc 1 tiers que je peux donner à qui je veux. Exactement. Et si je le donne au premier ou au second, l'un des deux aura 1 tiers de ma succession et l'autre aura 2 tiers. Exactement. Donc je peux effectivement arbitrer entre les deux. Ah oui, complètement. Et par exemple, tu vois, pour le contrat d'assurance vie que vous faites, ce qui est très intéressant, c'est que y a des familles qui ne sont pas au courant qu'il y a un contrat d'assurance vie qui a été signé, parce que elle est secrète et en gros ça passe pas devant le notaire, c'est-à-dire que clairement c'est un banquier qui vous contacte un jour et qui vous dit vous avez une somme d'argent qui vous a été allouée par le défunt et personne d'autre est au courant, quoi. Si on met pas les yeux dans les papiers, donc on peut avantager un enfant comme ça sans que ça se sache réellement. Et je suis d'accord avec toi, Cécile, sur la phrase que tu as dit, on ne peut pas déshériter ses enfants. Juste petit guillemets, si on n'a pas de patrimoine immobilier, mais qu'on a un patrimoine financier et qu'on met tout sur une assurance vie, pas à 85 ou 90 ans, je fais sur le principe où on verse tout au long de sa vie, on ne fait pas partie des primes manifestement exagérées du contrat d'assurance vie, et on peut peut-être transmettre une partie à quelqu'un qu'on connaît d'autre part, et déshériter ses enfants. Mais c'est vrai que si on a un patrimoine immobilier, dans tous les cas, il y aura une réserve héréditaire. Même financier, on peut pas. Même si ça va sur l'assurance vie? Alors, parce qu'en fait, il y a des mécanismes. Moi, j'ai beaucoup de procédures en ce moment sur la contestation des assurances vie. Et il y a les primes manifestement exagérées, mais il y a aussi, il faut pas que ça enlève tout le patrimoine d'une personne. Oui, c'est vrai. C'est par rapport c'est par rapport aux primes manifestement exagérées, du coup. On est sur le exagéré, tout le patrimoine, et dans un seul contrat d'assurance vie.
Point important aussi sur autre chose, sur la transmission, vous pouvez tout à fait déshériter vos enfants si vous n'avez plus de patrimoine. Ah bah là, du coup, il n'y a rien à donner, quoi. Ou les clauses de tontine, ou les ventes de biens immobiliers avant, exactement. ou tout ce qui peut exister. Si vous avez un patrimoine immobilier ou financier qui n'a pas été versé dans des contrats d'assurance vie ou autre, et qu'il reste au défunt, effectivement, il y a une partie qui va en réserve héréditaire. Et ça, on ne peut rien y faire. Vous ne pouvez pas déshériter vos enfants. Non, même par testament, d'ailleurs. Ouais, on ne peut pas le faire. Par contre, un enfant peut, par la loi, ne pas pouvoir hériter parce qu'il aurait commis, par exemple, un crime sur le défunt. Par exemple, si on tue son parent, on ne peut pas hériter. Voilà. Ouais, c'est toujours important de le dire. Et dernière, parce que ça pourrait pousser certaines personnes à le faire. Exactement, donc je préviens. C'est bien de prévenir. Allez, dernière question. Est-ce qu'il est possible de déshériter son nouveau mari ou son mari, tout simplement, si on se marie ? La loi prévoit aussi une petite part pour son conjoint. Alors, ça va dépendre si on a des enfants d'un même mariage ou s'il existe des enfants d'un autre mariage. Dans ce cas-là, en fait, si c'est les mêmes enfants, et le conjoint aura des choix entre un quart en pleine propriété ou la totalité en usufruit. Donc l'usufruit, c'est souvent ce qu'on assimile à la jouissance des biens. Et la pleine propriété, ça veut dire qu'on peut disposer de tout, on a tous les droits, c'est-à-dire jouir, mais aussi vendre les choses. Et par contre, s'il y a des enfants qui sont d'un autre lit, ce qu'on appelle un autre lit, dans ce cas-là, il n'y a pas ce choix-là. Ok, et on peut tout à fait déshériter son mari, parce que ce sont des droits, effectivement, mais qui ne sont pas une réserve héréditaire. La réserve héréditaire n'est présente qu'en cas où il n'y a pas d'enfant. Exactement. C'est un quart du patrimoine. Exactement, ouais. Donc si vous n'avez pas d'enfant, vous l'avez compris pour résumer, il y a un quart du patrimoine qui ira dans tous les cas à votre mari. Par contre, s'il y a des enfants, vous pouvez déshériter votre mari. Mais il y a des droits. C'est pour déshériter son mari, il va falloir passer par testament, comme l'a dit Cécile. Et c'est important de noter tout ça sur un testament. C'est vos choix, au final, le testament. Il peut être fait à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Il peut être modifié. Sachez que ça ne coûte pas très cher. L'accompagnement, par contre, peut coûter un peu d'argent. Pour un testament, si vous voulez vraiment avoir un conseil fiscal ou un conseil juridique sur le testament, oui, ça peut coûter un peu d'argent. Par contre, faire un testament, vous pouvez même le faire chez vous. Donc, c'est pas ça qui va vous coûter de l'argent. Dernière question, et c'est la plus importante, je trouve. Pour toutes les familles divorcées ou les familles qui nous écoutent tout simplement, qu'elles soient recomposées ou pas, qu'est-ce que tu conseilles dans tous les cas avant de se marier ou de se remarier ? Absolument, aller voir un avocat et un notaire même, parce que l'avocat a la vision contentieuse des choses et le notaire a la vision en amont. Donc comme ça permet de choisir déjà le meilleur régime matrimonial, ce qui est hyper important parce que les gens ne se font pas accompagner là-dessus et ont des grosses déconvenues après. Donc le principal, c'est d'avoir des conseils vraiment, parce que là, tout ce qu'on a dit, c'est des principes. Donc c'est les principes de base, mais le droit a beaucoup, beaucoup d'exceptions. Donc il faut absolument aller consulter. Ouais, donc toi, ton conseil, c'est se faire accompagner par des professionnels dans le domaine. Oui. Ouais, puis je suis totalement d'accord avec toi, parce qu'on le voit, 90% des familles en France se marient sous la communauté légale réduite aux acquets, alors qu'aujourd'hui, personne ne sait ce que ça veut dire concrètement, la communauté légale réduite aux acquets. Dans ces 90% de familles, je suis sûr qu'une famille sur 5, c'est peut-être à quoi ça les engage par rapport aux autres. Donc c'est vrai qu'il y a la séparation de biens, il y a la communauté universelle, il y a d'autres régimes matrimoniaux, et puis en plus de ça, on peut même les aménager, ces régimes matrimoniaux, par des sociétés d'acquets ou autres sociétés. Donc je sais que c'est important l'accompagnement, et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, les deux bonnes personnes qui vont être là pour ce type d'accompagnement, pour le remariage ou le mariage et l'anticipation des problèmes plus tard, c'est l'avocat ou le notaire. Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est vraiment pour la partie financière ou la partie immobilière, et voir ça d'un point de vue plus global, le conseiller en gestion de patrimoine. Exactement. Et ce qui est aussi important, c'est quand on va partir à l'étranger, parce que moi j'ai plein de couples, là on arrive l'été, juillet, août, il y a plein d'expats qui reviennent en France pour se marier, et puis de suite après ils repartent à l'étranger. Et en fait ce qu'ils comprennent pas, c'est que dans les règles internationales, on va tomber sous le régime de sa première résidence commune. Et donc, si par exemple on repart vivre, je sais pas moi, à Dubaï, c'est le régime matrimonial de Dubaï qui s'applique et pas du tout le français. Donc il faut faire attention à ça, vraiment, si cet été vous rentrez et vous repartez, faites attention à ça parce qu'il y a vraiment des surprises. Ok, ça c'est quelque chose que j'apprends encore aujourd'hui. Voilà. Je te remercie beaucoup Cécile pour toutes les questions auxquelles tu as répondu. Ça m'a fait plaisir de t'interroger. Je pense qu'on a été plutôt très clair sur les familles recomposées, oui, mais même les familles tout simplement qui veulent se marier aujourd'hui. Vous avez compris aussi un petit peu tout ce qui peut arriver par la suite et puis tous les avantages et inconvénients du mariage. Merci beaucoup. Et suite à ce podcast avec Cécile Ponce, j'espère que vous avez apprécié le contenu, et si vous l'avez apprécié, alors n'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles, cela nous aidera grandement à accroître notre visibilité. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, alors allez écouter notre épisode 53, Comment protéger son couple d'une catastrophe fiscale et financière.